La Constitution du 4 octobre 1958 a donné naissance à la Ve République. Cette Constitution se réfère à la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789. Voici le texte intégral de la Constitution du 4 octobre 1958 en vigueur, à jour de la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008. Préambule. Le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils ont été définis par la Déclaration de 1789. Cette Déclaration des droits de l'homme comporte 17 articles. L'article 16 dit ceci. Toute société dans laquelle la garantie des droits n'est pas assurée ni la séparation des pouvoirs déterminée n'a point de constitution. Pour que la France soit une république démocratique, il est impératif que les pouvoirs soient séparés. Quels sont ces pouvoirs? Le pouvoir exécutif, le président de la République et le gouvernement, le pouvoir législatif, le Parlement, l'Assemblée nationale et le Sénat, l'autorité judiciaire, les magistrats du siège. À noter que les procureurs de la République, le parquet, dépendent du ministère de la Justice. L'indépendance de la justice est prévue à l'article 64, paragraphe 1 de la Constitution. Le président de la République est garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire. Le 5 décembre 2016, Manuel Valls, alors Premier ministre, a décrété la création de l'Inspection générale de la justice, plaçant l'autorité judiciaire sous le contrôle du garde des Sceaux, ministre de la Justice. Décret numéro 2016-1675 du 5 décembre 2016, paru au Journal officiel de la République française, numéro 0283 du 6 décembre 2016, texte numéro 63. Article 1. Il est créé une inspection générale de la justice placée auprès du garde des Sceaux, ministre de la Justice. En ordonnant ce décret, Manuel Valls a délibérément violé la constitutionnelle séparation des pouvoirs. François Hollande, président de la République à l'époque, pourtant constitutionnellement garant de l'indépendance de l'autorité judiciaire, article 64, ne s'est pas opposé à cette violation de la Constitution. François Hollande, président de la République, Manuel Valls, Premier ministre, Jean-Jacques Urvoas, garde des Sceaux, ministre de la Justice, ont assassiné la Ve République. Le décret numéro 2016-1675 est entré en vigueur le 1er janvier 2017. À compter de ce jour, 1er janvier 2017, la France n'a plus de constitution, n'est plus une république démocratique. À compter du 1er janvier 2017, en l'absence de constitution, toutes les élections, présidentielles, législatives, députés et sénateurs, sont illégales. En l'absence de constitution, Emmanuel Macron n'a pas pu être élu président de la République. En l'absence de constitution, Emmanuel Macron n'a pas pu nommer le général d'armée François Lecointre, chef d'état-major des armées. En l'absence de constitution, la démission du général d'armée Pierre Lejoly de Villiers de Saint-Ignon doit être reconsidérée. En l'absence de constitution, Édouard Philippe n'a pu être nommé Premier ministre. En conséquence, en l'absence de constitution, tous les ministres et secrétaires d'État n'ont pas pu être proposés par le Premier ministre et nommés par le Président de la République. Le pouvoir exécutif est illégitime.
l'absence de constitution, il n'a pu être procédé à l'élection législative du 18 juin 2017. Aucun des 577 députés n'est légitime. En l'absence de constitution, il n'a pu être procédé au renouvellement de la moitié du Sénat le 24 septembre 2017. Aucun des 171 sénateurs élus ou réélus n'est légitime. Quelles institutions étaient légales au 1er janvier 2017, même en l'absence de constitution, puisqu'existantes avant? Le président de la République, François Hollande, du 1er janvier au 7 mai 2017. Le gouvernement, Premier ministre, Bernard Cazeneuve, du 1er janvier au 7 mai 2017. L'Assemblée nationale, président Claude Barthelone, du 1er janvier au 18 juin 2017. Le Sénat, président Gérard Larcher, du 1er janvier au 24 septembre 2017, en ce qui concerne la moitié. Mais, à compter du 1er janvier 2017, aucune de ces institutions ne peut prendre de décision, loi, décret, ordonnance, organisation d'élections, etc. En l'absence de constitution, Emmanuel Macron n'a pu être élu président de la République le 7 mai 2017. Édouard Philippe n'a pu être nommé Premier ministre par Macron. L'élection des députés le 18 juin 2017 est illégale. Les 577 députés sont tous illégitimes. Le renouvellement de la moitié du Sénat le 24 septembre 2017 est illégal. Les 171 sénateurs élus ou réélus sont illégitimes. Reste la légale première moitié du Sénat, élue avant le 1er janvier 2017. Récapitulation. 1er janvier 2017, entrée en vigueur du décret violant la Constitution. 7 mai 2017, illégale élection de Macron. 15 mai 2017, illégale nomination de Philippe. 18 juin 2017, illégale élection des députés. 24 septembre 2017, illégal renouvellement de la moitié du Sénat. Que prévoyait la Constitution avant le 1er janvier 2017? Article 7 de la Constitution. En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d'empêchement constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, les fonctions de président de la République, à l'exception de celles prévues aux articles 11 et 12 ci-dessous, sont provisoirement exercées par le président du Sénat et, si celui-ci est à son tour empêché d'exercer ses fonctions, par le gouvernement. À noter qu'en l'absence de constitution, le Conseil constitutionnel n'existe plus. Quelle institution est toujours légale aujourd'hui, même si elle n'a plus de pouvoir? La moitié du Sénat, dont le mandat des sénateurs était à la moitié de leur terme. Qui était le président du Sénat le 31 décembre 2016? Gérard Larcher. Le jeudi 29 mars 2018 à 10h15, une délégation de patriotes, dont M. Alain Barnier, élu de la République, président de l'Association française d'engagement Sauvons notre pays, s'est rendu au Palais du Luxembourg, fermement décidé à rencontrer M. Gérard Larcher, sénateur des Yvelines, mais surtout président du Sénat. Un autre patriote, M. Gérard Meunier, conseiller, resté sur ma demande en retrait mais non moins très actif, s'est chargé de la communication en direction des médias. Nous sommes devant l'entrée du Sénat. M'adressant à l'un des gendarmes en faction, fusil d'assaut en bandoulière, celui-ci m'indique l'accueil, là, sur la gauche. Je réponds à une femme qui, m'interpellant, me demande le motif de ma présence. Il est interdit de filmer. Je décline mon identité et la raison de notre présence.
Nous voulons rencontrer Monsieur le Président Larcher pour une affaire relevant de la sûreté de l'État. Vous avez rendez-vous? Non, mais c'est de la plus haute importance. Mon interlocutrice me montre un téléphone. En attendant la communication, faisant allusion à l'assassinat du colonel Beltrame, héros de la nation, je conseille aux jeunes gendarmes chargés du portique de détection de bien veiller sur lui. Le standard me passe le secrétariat du président. Bonjour, je m'appelle Serge Petit-Demange, président de Renaissance de la République française. Nous voulons rencontrer Monsieur le Président Larcher pour une affaire relevant de la sûreté de l'État. Vous avez rendez-vous? Faut-il être stupide pour poser ce genre de questions à ce moment-là? Non. L'importance de l'affaire dont nous voulons faire part à Monsieur Larcher se passe de l'obligation d'avoir rendez-vous. Alors, il faut que vous écriviez. Seconde stupidité de son raisonnement. Madame, c'est très important. Et nous avons fait plus de 700 km pour cela. Rien n'y fait. Inutile de faire un scandale, ça nous desservirait. Nous ressortons de l'accueil, mais je n'ai pas dit mon dernier mot. Loin s'en faut. Sur le trottoir, des dizaines de personnes en attente de visite. Je vois s'approcher 3 hommes. Je sais que c'est pour nous. Je vais à leur rencontre, décidé à ne pas m'en laisser compter. La scène est filmée par l'un des patriotes. Bonjour monsieur, on peut vous aider? Évoquant calmement la raison de notre action, je leur fais part de notre volonté de vouloir rencontrer le président Larcher, ou à la rigueur, son chef de cabinet. S'ensuit un échange courtois de plusieurs minutes, au cours duquel je leur remets une lettre introductive cachetée, ainsi qu'un DVD gravé regroupant toutes les informations relatives à l'action en cours. Ils nous demandent d'attendre. Pas de problème, nous vous attendons ici. Quelques minutes plus tard, là encore dans l'impossibilité de filmer, nous les voyons revenir, accompagnés d'une femme se présentant comme étant la responsable du service de sécurité du Sénat, à qui je remets un dossier comprenant les 29 diapositives détaillant précisément l'action menée et le but recherché. Elle me promet de le remettre en main propre à Monsieur Bourjac, chef de cabinet de Monsieur Larcher. Je lui demande de me donner sa parole d'honneur de le faire. Elle me la donne. Ensuite, lui expliquant que nous avons des comptes à rendre à plus de 2 millions d'internautes en attente, nous avions préparé 2 textes, selon que nous aurions été reçus ou non reçus. Le 2 septembre 1792, Georges Danton a dit « Le tocsin qu'on va sonner n'est point un signal d'alarme. C'est la charge sur les ennemis de la patrie. Pour les vaincre, il nous faut de l'audace, encore de l'audace, toujours de l'audace, et la France sera sauvée. » Aujourd'hui, jeudi 29 mars 2018, devant le Sénat, 15 rue de Vaugirard à Paris, nous sommes ici pour répondre aux souhaits de millions d'internautes, de millions de Français de la majorité de moins en moins silencieuse. Nul aujourd'hui ne peut ignorer la forfaiture commise le 5 décembre 2016 à Matignon, place Vendôme, et par extension à l'Élysée. Que devra faire Gérard Larcher devant les caméras de la chaîne parlementaire et du service public? Annoncer à la nation, premièrement, que la France est entrée dans une ère de dictature, que la situation est gravissime. Deuxièmement, qu'en l'absence de constitution depuis le 1er janvier 2017, il constate l'usurpation de la fonction présidentielle d'Emmanuel Macron, conformément à l'article 433-12 du Code pénal qui dit « est puni de 3 ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende le fait, par toute personne agissant sans titre, de s'immiscer dans l'exercice d'une fonction publique en accomplissant l'un des actes réservés aux titulaires de cette fonction. » Troisièmement, que selon l'article du Code pénal précité, conformément à l'article 73, paragraphe 1 du Code de procédure pénale qui dit « Dans les cas de crimes flagrants ou de délits flagrants punis d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche. Il fasse arrêter Emmanuel Macron ainsi que l'ensemble des membres du gouvernement. Quatrièmement, qu'il assure l'intérim de la présidence de la République avec effet rétroactif au 1er janvier 2017. Cinquièmement, qu'il abroge le décret numéro 2016-1675, rétablissant ainsi la Constitution
est, prenant acte de l'illégalité de la période allant du 1er janvier 2017 à ce jour, jour de la déclaration solennelle faite à la nation. Sixièmement, qu'il déclare la nullité de l'élection présidentielle du 7 mai 2017, la nullité de l'élection des députés le 18 juin 2017, la nullité de l'élection pour le renouvellement de la moitié du Sénat le 24 septembre 2017. Septièmement, qu'il organise la constitutionnelle élection présidentielle, lui-même pouvant proposer sa candidature. Le peuple de France aspire à recouvrer sa souveraineté, bafouée depuis plus de 4 décennies. Si le président du Sénat, M. Larcher, se défile de cette responsabilité constitutionnelle résultant de sa fonction de président du Sénat, ou s'il refuse de l'assumer, quelle qu'en soit la raison, le peuple sera alors en droit de se référer à l'article 35 de la deuxième déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 24 juin 1793. Quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est, pour le peuple et pour chaque portion du peuple, le plus sacré des droits et le plus indispensable des devoirs.